délicieux co-créateur, c'est Lilou, pour la télé de Lilou ici à Marseille, avec Douchka qui a bercé mon enfance. Bonjour Douchka. Bonjour Lilou, c'est un plaisir, ce joli sourire. C'est un plaisir d'être là avec toi. Bonjour à tous. Et moi aussi, quelle belle rencontre, puisque nous sommes ici à Marseille au deuxième rencontre internationale des expériences de mort imminente, et tu as toi-même eu une expérience de mort imminente. Donc j'adorerais découvrir ton parcours, en fait, ce qui s'est passé, parce qu'à l'époque, on te connaissait pour des chansons d'enfants, hein, mais il y a eu bien des choses qui se sont passées depuis. Tu pourrais nous en parler ? Oui, je suis morte des centaines de fois pour renaître de mes cendres. En fait, ça, c'est vrai que c'est la mort et la renaissance pour un artiste. Je dirais que c'est un petit peu le fil continu de son aventure. Mais c'est vrai que j'ai eu une expérience de mort imminente et le sujet est très, très intéressant parce qu'il touche à des sujets essentiels. Évidemment, la naissance et la mort, c'est quelque chose qui nous ramène ces philosophies qui en même temps c'est complètement d'actu puisque la science s'y intéresse et qu'il y a des grands scientifiques, des éminents scientifiques qui sont là aujourd'hui dans ce congrès et qui parlent d'expériences comme ça métaphysiques et c'est tout à fait voilà. Maintenant la métaphysique et le parcours de l'artiste, je pense que c'est vraiment voilà, enfin, dans ma vie en tout cas d'artiste, ça a été très important parce que déjà en fait, j'ai connu un petit peu cette dimension entre guillemets métaphysique depuis l'enfance, puisque mes parents étaient assez spiritualistes, étaient même complètement spiritualistes et à l'envers un petit peu de leur époque où ils étaient un petit peu des artistes atypiques. Un papa très connu. Hein. Oui, j'ai un papa qui est décédé le 1er janvier 1974 dans sa 44e année et qui était bien connu comme comédien, chanteur, poète et qui est donc Gianni Esposito. Et ma maman, qui est toujours vivante, Dieu merci, qui s'appelle Pascal Petit. Et c'est vrai que je suis un petit peu tombée dans la marmite artistique et aussi de la spiritualité quand j'étais toute petite, puisque mes parents suivaient un enseignement spirituel qui était magnifique et où on pratiquait la méditation et toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai que dans ce séminaire où on parle de choses tout à fait étonnantes, finalement, moi, ça me ramène à mon enfance et des choses que j'ai toujours entendues quelque part et ce rapprochement de la science et de la spiritualité. Je dirais que j'ai entendu parler de ça depuis toujours et bien avant qu'on en parle aujourd'hui, bien avant l'heure. Et de plus, au-delà de cette expérience d'artiste et un petit peu comme ça de parcours un peu original, mais souvent c'est vrai que les artistes ont souvent des démarches un petit peu qui leur sont propres, puis ils sont souvent à la pointe ou un petit peu avant-garde et tout ça, les artistes. Bon, ils ont toujours des idées un petit peu précurseurs ou voilà. Bon, même dans l'écriture, je dirais que même les chansons de mon père dans les années 60-70 sont complètement d'actu aujourd'hui, comme il avait eu un œil un peu. Bon, on est un peu. Quand on est artiste, finalement, je pense qu'on travaille un peu plus sur ses sens, puisqu'on est soi-même sa propre entreprise. On travaille sur son capital, sensibilité émotionnelle, etc. Donc, on est à fleur de peau pour être créatif ou pour tout simplement interpréter l'énergie qu'on vous demande de transmettre. Donc forcément, on a cette faculté que tout être humain a, hein, potentiellement. Il y a une sensibilité qui est là chez l'artiste, clairement. Parce qu'on y travaille, et parce qu'on aime au départ. Hein, pour ça je pense pas qu'on apprenne à devenir artiste, on est artiste et après on travaille son don. Et cette sensibilité, mais on peut tous, même si on ne veut pas devenir chanteur ou comédien ou sculpteur ou quelque chose, on peut tous travailler sur des activités artistiques qui développent énormément les sens. Et cette sensorialité, enfin, je ne sais pas si on peut dire ce terme-là, amène à cette dimension autre qui est, dont Platon a parlé, évidemment, tous les grands philosophes ont parlé, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et finalement ce lien entre la naissance et la mort est toujours à l'intersection des deux. Et bon, moi j'étais un expérienceur, alors bon... Quand ça, en quelle année ? Un peu bizarre, on se sent un peu le cobaye du 21e siècle ou je ne sais quoi, mais j'avais 15 ans. Hein, j'ai 45 années bien tassées et voilà, j'avais 15 ans, donc ça date pas d'hier. Mais c'est vrai qu'on met des années à comprendre ce qui vous est arrivé.
Parce que on se demande au départ si c'est pas une illusion du mental. Et puis c'est en voyant que d'autres, en lisant évidemment le livre de Raymond Moody, comme tant d'autres, j'ai réalisé que j'avais vécu une NDE, comme on dit, un Near Death Experiment, hein, c'est ça, ou une EMI en français. Ouais, Hein. ouais. Et en fait, c'est le passage où l'instant, bon, moi, ça m'est arrivé comme ça dans ma 15e année. Et c'est vrai que ça change le cours de l'existence si on n'a pas la certitude que cette dimension existe. Moi, ça n'a pas été un bouleversement un, total au niveau de ma pensée parce que j'ai été élevée justement dans cette conscience que la vie était un passage, qu'il y avait une autre dimension. Puis j'ai fait de la méditation depuis toute petite. Donc j'avais cette dimension qu'on m'a donnée. J'ai aucun mérite à l'avoir. Enfin, je l'ai reçue comme ça. C'était mon destin. Et donc, mes parents m'ont tellement élevée, et ma famille, et mon grand-père qui était chef d'orchestre, et tout ça, ils étaient tous branchés, entre guillemets. Et donc, ça a été un choc émotionnel et un choc physique, qu'un choc spirituel pour moi, puisque j'étais convaincue déjà que ça existait. Mais ça a été la preuve tangible, je l'ai senti dans mon corps. Et ça a été cette expérience. En fait, j'ai fait un malaise, une syncope qui a mal tourné. Et comme j'ai pas pu récupérer au moment de ma syncope parce que j'étais assise dans une assemblée, je n'ai pas pu me lever. En fait, j'ai eu un malaise cardiaque qui s'est compliqué puisque la circulation n'a pas pu être active et affluer. La pression sanguine n'a pas pu arriver à mon cœur et mon cerveau suffisamment bien. Et mon malaise, ma syncope a tourné au malaise cardiaque. Et à ce moment-là, j'ai senti que j'étais aspirée par le ventre, mais d'une façon ultra violente. C'était comme si, tu sais, dans les parcs d'attractions, quand tu pars dans le shuttle comme ça, tu te sens complètement aspiré. Mais là, c'était comme dans un trou noir. C'était ça, puissance 1000. Et au moment, le temps que cette aspiration se fasse comme ça, on sent que c'est la mort qui arrive. C'est quelque chose de complètement unique comme sensation. Et je suis sûre qu'il est la seule sensation du genre, quoi. C'est pas... ou peut-être les astronautes quand ils vivent, ou les pilotes de Formule 1 quand ils vivent ou les pilotes d'avions de chasse aussi, avec cette pression comme ça enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais la pression de la force d'attraction terrestre se compresse comme ça. C'est une attraction terrible. Et tout d'un coup, boum, ça s'arrête et on est déjà en décorporation. Et là, je me suis retrouvée au-dessus de mon corps, à peu près à la hauteur d'un plafond, à peu près 3 mètres au-dessus, en voyant ce qui se passait. Le médecin en panique, il ne trouvait plus mon pouls. J'étais en train d'avaler ma langue, les yeux révulsés. Enfin, bon, j'étais en train de mourir. Et moi, j'ai tout de suite pris conscience que j'étais en train de mourir. Et malgré tout, je voyais tout ce qui se passait. J'étais au-dessus et je voulais réintégrer mon corps parce que j'ai tout de suite compris que j'avais 15 ans et j'avais le sentiment que ce n'était pas mon heure et qu'il fallait absolument que je réintègre mon corps. Donc moi, je n'ai pas fait le voyage que les gens, la plupart des expérienceurs racontent, c'est-à-dire le tunnel, la lumière, etc. Bon, il y avait un halo de lumière autour, mais je n'avais qu'une obsession, c'était réintégrer mon corps parce que je voulais pas mourir à l'âge de 15 ans. Je voulais je voulais retourner sur la terre. Je cherchais pas à comprendre si c'était mieux ailleurs. Ça m'a pas. J'ai compris que j'étais en train de passer de l'autre côté et que c'était pas mon heure, que c'était pas logique que je meure à ce moment-là. Donc j'ai voulu réintégrer mon corps et curieusement, alors je suis peut-être une des seules à avoir eu cette réaction-là. Je ne sais pas, il y en aura peut-être d'autres qui l'auront dans un état de choc cardiaque comme ça, c'est que en position allongée, j'avais le sentiment que j'étais passive, que je ne pouvais pas lutter contre la mort qui s'installait. Et j'ai hurlé à ce moment-là, levez-moi. Pourquoi j'ai pu trouver la voix et l'énergie d'hurler, je ne peux pas le dire, ça je ne me l'explique pas, puisque j'avais fait un arrêt cardiaque, ça a duré peut-être 5 secondes, parce que sinon je serais peut-être pas revenue si mon cœur s'était arrêté plus longtemps. Mais dans ce laps de temps-là, j'étais certainement entre la vie et la mort, puisqu'il ne trouvait plus mon pouls, mais j'ai réussi à trouver l'énergie de dire « levez-moi ». Au moment où j'ai hurlé, en fait, j'ai réintégré mon corps comme ça, comme une chute, voilà, comme on voit dans les films de science-fiction. Et j'avais les poings fermés en crise de tétanie pendant plusieurs minutes, au moins une demi-heure. Et donc, ça secoue quand on vit un truc comme ça. Sur le coup, j'ai cru que c'était une illusion, du mal-être, du malaise de mon cerveau qui avait
malgré que j'ai toujours eu cette conscience spirituelle et tout ça, mais je me suis dit, bon, c'est lié à mon malaise. Et puis des années après, et en fait, c'est comme si j'avais analysé ça que des années après. Et c'est vrai, j'ai entendu un autre témoignage de quelqu'un qui disait, on met longtemps avant d'intégrer, de pouvoir réintégrer et digérer et restituer et en parler. C'est vrai que pendant des années, j'en ai parlé à personne, malgré que j'ai été élevée, entre guillemets, chez les spiritualistes, donc c'était pas un sujet tabou du tout, hein. Mais c'était quelque chose qui était très intime. Et puis un jour, j'en ai parlé à ma mère, et parce que je venais de lire le livre de Raymond Moody, qui parlait clairement des NDE. Et là, j'ai La dit, vie après la vie. voilà, la vie après la vie. Et j'ai dit, mais je l'ai vécu. Voilà, je l'ai vécu. Et c'est là où, pour moi, clairement, c'était une NDE, finalement. Ouais. Mm. Et comment ça s'est passé alors? Parce qu'entre cette carrière d'artiste et d'avoir vécu cette expérience-là, c'est à quel âge que vous avez 15 commencé ans. à 15 ans. chanter? J'ai commencé à chanter à 19 ans. Mais j'ai vécu aussi un jour où je pratiquais de la méditation transcendantale quand j'étais adolescente. Et, euh, et un jour, j'étais tellement à vouloir faire ce canal de lumière que j'avais lu dans des textes de sagesse hindouiste, euh, du philosophe Mikhail Ivanov aussi, qui préconisait certaines méditations qui étaient extraordinaires. J'ai fait ce laser intérieur et je me suis... on peut pas... Je veux dire, il n'y a pas que la NDE pour arriver à s'en percevoir cette dimension. C'est ce que j'allais te demander tout à l'heure, si tu avais vécu d'autres OBE, hein, comme on dit, Out of Body Experience, parce que je suppose qu'après ça a été assez facile de le refaire, non? Euh, alors, ils disent, les expérienceurs, que ça donne une ouverture et une facilité de communication et de perception et de prémonition et de rêve astro, etc., etc. Alors, moi, je pense... Alors, je ne sais pas, j'ai pas vraiment remarqué si avant la NDE, j'ai eu plus de perception qu'après. Parce que je te dis, comme j'ai été amenée à méditer depuis ma tendre enfance, finalement, je pense quand même que l'être humain a cette capacité de réflexion, de concentration, travailler sur son énergie, apprendre à respirer par le bas-ventre, cette respiration bouddhique du Bouddha dont on parle, euh, du bas de la colonne vertébrale ou du bas du ventre, et qui est très importante parce que elle permet de dilater son plexus solaire et de sentir des choses. Et moi, j'ai découvert aussi beaucoup cela par le chant. Parce que le chant est un yoga puissant pour justement faire ce canal d'énergie. Et lorsque j'avais fait ce que tu viens de dire, là, ce terme... Out of Body Experience, OBE, qui doit s'appeler expérience hors du corps, je suppose en français. En fait, c'était tout simplement en méditant sur une musique liturgique qui était une pure merveille. Je ne sais plus si c'était Bach, Mozart ou une messe merveilleuse, parce que c'est vrai que ces musiques-là sont inspirées et elles dégagent une énergie enfin, moi, auquel je suis très réceptive et sensible, et qui nourrit mon âme. Et c'est comme un bain de lumière, cette musique-là. Et donc, je me suis sentie partir à un moment donné au-dessus de mon corps, dans un canal de lumière, et j'ai senti comme des picotements dans les mains pendant au moins une demi-heure. Et après, la fin de la musique, je suis redescendue, mais ça n'avait rien à voir avec la violence d'une NDE où on est aspiré, où il y a quand même comme un détachement, un déchirement de l'âme et du corps. Ça, j'ai pas ressenti cette déchirure comme ça brutale d'une NDE où là il y a un malaise physique qui amène à une décorporation, alors où l'âme flotte au-dessus du corps comme ça. Et quand on n'a jamais médité ou jamais été en contact avec ces choses-là, c'est sûr que j'imagine que ça peut à ce moment-là est un deuxième choc émotionnel de bien-être et se dire mon Dieu, comme je me Il y a le sens doute et on léger. peut rentrer tout de suite dans le corps, de retour dans le corps assez rapidement, malheureusement, malgré les hauteurs qu'on a pu atteindre, à mon avis. Voilà, mais je te dirais que par le chant et par l'art d'une façon générale, on a des sensations merveilleuses aussi, et on n'a pas forcément besoin de se décorporer pour être heureux et être en plénitude intérieure. Faut pas. Enfin, moi, je suis un petit peu contre. Par exemple, je suis contre les séances de spiritisme, tu vois, parce que
Déjà, si tu as un petit peu de connaissances sur le plan astrologique ou même ésotérique, tu sais que si tu crois à certaines dimensions, tu as entendu qu'il y a des entités qui sont pas forcément, ou des forces ou des fluides qui sont pas forcément bénéfiques. Alors, si on croit à la pérennité de l'âme au-delà du corps et que il y a des courants qui sont pas forcément positifs, moi je trouve qu'il faut pas jouer avec ça. Et faire un travail conscient pour un mieux-être, pour intégrer, pour être équilibré, pour gagner en rayonnement, pour gagner en magnétisme, pour gagner en créativité, pour gagner en amour de son prochain, en conscience individuelle, oui, tu vois. Voilà, mais pour toujours travailler sur son prisme intérieur, c'est-à-dire travailler sur des fondamentales avec humilité, avec sagesse, avec amour et sans prétention, tu vois. Il ne faut pas partir dans les délires, quoi, parce que ça peut être dangereux, et puis c'est pas un jeu, et puis voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai rarement parlé de ça. Bon, si c'était pas le sujet aujourd'hui, j'en parle pas, quoi. C'est pas des choses comme ça qu'on raconte. Non, et Voilà. j'apprécie que tu t'ouvres à nous et qu'on puisse Non, partager pour ça, on parle aujourd'hui, c'est le contexte, hein, c'est voilà. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas un truc pour fanfaronner avec, tu vois, ou pour Non, être non. entre guillemets. C'est intéressant pour voilà les gens qui s'y intéressent et qui se posent des vraies questions. Mais tu peux pas parler de ça à tout le monde, voilà. Non, non, faut vraiment choisir et puis trouver le bon moment, enfin le sentir. Oui, et puis bon, après, tu passes aussi vite pour un illuminé. On dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? On nous fait la messe, celle-là. Mais tu vois, c'est pas dans cet esprit-là. C'est plus, c'est une démarche individuelle. Et je pense qu'un artiste, avant de rentrer en scène, tu as besoin d'une certaine. Moi, souvent, je vais me laver les mains, par exemple. Je me libère de certains fluides, de trac, d'énergie négative. Parce que quand tu as le trac, c'est terrible. Ça peut te bloquer. C'est de l'adrénaline. Donc, c'est comme tu vois, c'est comme une toxine, quoi, qui t'arrive dans tes fluides. Donc, tu te lave les mains. Bon, les énergies, voilà, on est tous en proie au quotidien, dans notre quotidien, avec les énergies. Et quand tu as la chance d'être chanteur ou que tu travailles sur ton corps, eh ben voilà, tu peux travailler sur certaines choses et puis le communiquer aux autres, et puis donner des petits trucs aux autres. Mais voilà. C'était quelque chose que j'avais beaucoup apprécié quand j'avais interviewé Hugo Frey, c'était justement son humilité aussi, et puis le fait que lui aussi est très intéressé par la physique quantique, et il remercie tous les jours, la gratitude, hein, et c'est ça qui fait que c'est encore l'artiste au jour d'aujourd'hui, très agréable, à 83 ans, il en fait 70, enfin, c'est fantastique, hein. Oui. Et c'est pas évident de combiner, je suppose, avec la caméra, avec tout ce que ça implique, hein, d'être artiste, les gens autour de soi, les fan clubs, tout ça, de grandir avec ça, d'arriver à aller au-delà de l'ego, de continuer à grandir et d'être en harmonie, hein, avec la vie. Je veux dire, c'est des beaux parcours. Moi, j'admire énormément les personnes qui, justement, ont connu les spotlights et connaissent le spotlight et qui arrivent, malgré ça, à partager des vraies expériences d'une vie magnifique, qui est réelle, qui est délicieuse, qui est là, hein. Oui. Ça t'a amené, je pense, à faire cet album parce que... C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, il n'y a pas deux parcours artistiques qui se ressemblent, et on a chacun notre aventure humaine, et puis dans tous les métiers, dans tous les corps de métier, on est tous différents, hein, mais c'est vrai que pour un artiste, je pense que quand tu es en phase avec toi-même, tu es forcément humble, et quand tu aimes les gens et les autres et ton public, tu es forcément humble. Pour moi, il n'y a pas d'artistes talentueux qui ont un véritable talent qui n'aiment pas les autres. C'est pas possible. C'est pour avoir du talent. Alors on me dit que c'est pas forcément vrai, qu'il y a des artistes qui ont du talent et qui sont exécrables. Alors bon, ils ont peut-être développé un trait de caractère qui n'est pas le bon, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, je pense fondamentalement dans leur âme, pour dégager l'amour et interpréter avec authenticité une chanson, pour déclamer un texte avec véracité. Il faut être branché, faut aimer les autres, et il faut aimer ce que l'on fait. Donc, il faut être en état de grâce et en état d'amour. Et pour ça, il faut être humble, parce que c'est tellement difficile quand tu veux être un petit peu bien, tu vois, que c'est beaucoup de travail. Donc, forcément, il faut être humble. Et puis, c'est vrai qu'on transforme... Les expériences de vie sont très importantes. Moi, il y a toute une période de ma vie où j'étais dans l'ombre, parce que j'étais en souffrance et j'étais en apprentissage, en quête de moi-même. Et j'ai beaucoup appris par le feu de l'amour, le feu de la passion, le feu de l'enfer. À un moment donné, j'ai pas toujours été, tu vois, alors ou dans les Sunlights, ou dans la réalisation, la création et la poésie, comme je suis aujourd'hui, puisque j'ai écrit mes textes, un album autobiographique.
que j'ai intitulé par mon nom de baptême, Bogie d'Arkham, un petit peu l'envers de Mademoiselle Douchka, entre guillemets, ou l'album Hommage de mon papa que je vais faire là bientôt en 2014, qui sera un album de poésie avec cette chanson merveilleuse du clown, qui était pour moi un chef-d'œuvre, que j'ai hérité de mon papa. Merci, il m'a juste laissé ces quelques chansons, ces quelques vers magnifiques et ces quelques mélodies qui sont sublimes. Donc voilà, j'ai pas toujours été comme ça. Il y a des moments où j'étais perdue, où je pouvais plus chanter, où je pouvais plus rire, où je pouvais plus aimer. Enfin, aimer, j'ai toujours été une grande amoureuse de la vie et de l'amour, mais je me suis aussi brûlé les ailes à un moment donné. Et je pense que pour l'artiste ou pour tout un chacun, tout n'est pas voilà, high in the sky. J'aurais bien aimé que ça soit ainsi, mais en même temps, je te dirais que c'est ça qui fomente, c'est ça qui forge, c'est ça qui donne cette espèce de matière que tu peux exprimer après dans le chant ou dans ton art. Et tu as des racines et tu es ancré. Puissance. Oui, aussi, oui. Parce que moi, je pense que j'ai été très femme tout au long de ma vie. Aujourd'hui, je me sens femme, mais homme aussi, tu vois. Donc, c'est bien. J'ai équilibré mon yin et mon yang. Et j'arrive à un âge où je commence à être équilibrée. Ça me plaît, quoi. C'est plus rassurant que d'être trop féminine et vulnérable, et, tu vois. Donc, c'est tout un apprentissage, mais on a chacun un parcours différent. Tu as des femmes qui sont trop masculines, qui doivent travailler sur leur féminité, c'est le contraire. Et des hommes aussi, enfin, on a tous cette part de masculin et de féminin. Et je suppose que tu t'intéresses à plein de choses liées à ces sujets, peut-être même au tantra ou au-delà de la méditation, ou aux respirations. Oui, les respirations, le tantrisme, c'est encore un chapitre que j'ai pas abordé dans ma vie, peut-être parce que j'ai pas trouvé la bonne personne. Je crois que le tantra, tantrisme, ça se pratique à deux, donc forcément. Non, mais c'est intéressant, moi non plus, mais c'est vrai que c'est tout ça. Il y a tellement de sujets qui se greffent, en fait. Mais tu vois, la sexualité, c'est quand même quelque chose, c'est une des dernières choses, c'est comme l'ego qu'on arrive à maîtriser quand même. C'est quelque chose qui est puissant, donc qui nous... Bon, c'est un peu Saint-Michel et le dragon, tu vois. Je veux dire, c'est pas évident, quoi, de canaliser... l'acte sexuel, c'est quand même quelque chose d'assez animal. Alors même si on est entre l'animal et l'ange, voilà, c'est un apprentissage aussi, et ça dépend beaucoup de ton partenaire aussi. Donc je suis pas encore dans cette expérience-là, mais j'espère y arriver. C'est mon rêve, en fait. C'est marrant que tu me poses la question. C'est mon rêve d'y arriver un jour, de vivre le tantrisme, justement. Tu es célibataire ? Non. J'allais faire sinon une petite annonce ça m'arrive de temps en temps, célibataire, de passer cette petite annonce, parce qu'on ne sait jamais les synchronicités, les hommes qui nous regardent. Non, mais je ne suis pas mariée, je suis en découverte d'une relation avec un homme, mais oui, de préférence. Ça aurait pu être une femme, mais c'est un homme. Non, je dis ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Je vais créer le doute. On va dire, bon, Douchka. Non. Et non, mais bon, par contre, c'est vrai que l'expérience, le yoga du chant, de la respiration, je pense que ça, c'est quelque chose que je pratique, oui. Et le travail aussi sur les couleurs, la chromothérapie, la musicothérapie, oui, c'est quelque chose auquel je crois énormément. Et à travers le chant, les vocalises, la respiration, je pense que vraiment, il y a beaucoup de gens qui devraient faire, même si ce n'est pas à des fins professionnelles, oui. Ça fait un bien fou. Et voilà, donc ça, c'est des choses que je pratique au jour le jour. Et dans le milieu artistique, comme ça, tu as découvert ou rencontré des personnes qui étaient aussi branchées sur ce genre de sujet, ou c'est assez tabou Bon, tu sais, sur les plateaux de télé, on ne parle pas tellement de ces choses-là. Je pense qu'on en parle plus dans son cercle d'amitié. Oui, en coulisses, je voulais dire. En coulisses, est-ce qu'on parle... Tu sais, les artistes étant super ouverts, on se demande comment ça se passe. Ça dépend, oui. Il y a des artistes avec qui on peut parler de ça, bien sûr, mais... moi, j'ai pas de barrière. Enfin, je parle pas plus avec les artistes qu'avec d'autres. Je suis intéressée. Je suis assez curieuse et assez ouverte. En fait, j'adore justement parler avec des gens de ces mêmes vérités de la vie, finalement le livre ouvert de la vie nous offre, et justement avec les différentes perceptions de tous, quoi. Ça m'intéresse pas de rester uniquement dans mon univers. Alors même si effectivement avec les artistes on a des affinités d'expression communes.
Mais justement, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de parler avec des gens du tout venant et des gens très simples ou des gens très érudits. Et finalement, d'arriver à se rendre compte, ce que disait euh, tout à l'heure dans le congrès, je ne sais plus, Éric Dudoit. Pas du pied du doigt. Pas du, pas du pied du doigt. Excuse-nous, Eric. C'est d'arriver où l'infirmier, finalement, ils arrivaient aux mêmes conclusions, que ce soit le point de vue de l'infirmier ou le point de vue du psychologue, ils arrivent exactement à la même conclusion, malgré leurs différences. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça, c'est d'être dans cette ouverture d'esprit, et même si on n'est pas complètement d'accord avec la personne, l'écouter. Et voilà, il y a quelque chose qui se passe là, à ce moment-là. Oui. Ça peut être fatigant d'essayer de convaincre, il ne faut pas essayer de convaincre les gens de ses propres convictions, il faut écouter, et puis c'est par la différence que le dialogue s'enrichit. Mais il faut que les gens... c'est vrai que voilà, la communication, il faut qu'elle se fasse à deux, quoi qu'il arrive, quoi. En tout cas, merci beaucoup pour ce délicieux moment, j'étais ravie. J'espère qu'on se reverra, et bravo pour ton travail, parce que je sais que tu fais ça vraiment avec ton cœur et ta spontanéité. Merci à tous. Plein de gros bisous, mes délicieux co-créateurs de Marseille, où le soleil brille. D'ailleurs, nous avons un palmier derrière nous, nous allons en profiter. À bientôt, au revoir.